Et 8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France et candidat à l'investiture LR pour les présidentielles. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour à tous deux. On va parler de votre projet, de votre différence avec les autres candidats, des solutions face à la flambée des prix des carburants notamment, ou encore de la lutte aussi contre l'islamisme radical. Avant cela quand même, une question sur votre participation au congrès des LR. Des militants sont un peu perdus devant vos volte-face, parce qu'un jour vous dites que vous ne vous soumettrez pas au vote des LR, ensuite que finalement vous y allez, vous vous inclinez, vous avez quitté le parti avec fracas quand même, et puis là vous reprenez votre carte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà avec vous ce matin, il faut vous suivre. Pourquoi tous ces changements de pied? On va faire simple. Oui. Pour gagner, il faut être rassemblé. Je veux rassembler les Français. Alors au préalable, il faut que je rassemble ma famille politique. J'avais dit que j'étais contre une primaire parce que la primaire, c'est... On se différencie, on se divise, on se déchire, et au final, de toute façon, ça montre qu'il y a eu tellement de différences, tellement de déchirements qu'on n'arrive pas à recoller les morceaux. Ouais. Là, c'est un congrès, et d'ailleurs, les militants ont dit non à cette primaire. Christian Jacob leur avait posé cette question, et donc là, très clairement, ce que je veux, c'est que l'on puisse être rassemblés. Et je vous le dis, si je gagne le congrès, je gagnerai la présidentielle. Parce que ce sont les idées, les solutions de la droite et du centre qu'il faut pour ce pays. Il faut rétablir l'autorité. Il faut rétablir une société du travail. Il faut mettre en place une république des territoires. Il n'y a que mon projet qui permet de répondre à ces inquiétudes des Français. On va voir ça par rapport justement aux autres candidats, votre différence. Mais tout de même, parce que vous aviez quitté le parti avec fracas, vous disiez que les partis politiques, vous schématisiez, mais c'était d'un autre temps. Alors on va y revenir. Vous y revenez en fait. On va y revenir. Ouais. Parce que Sud Radio, parlons vrai. Alors parlons vrai. J'avais quitté sur une différence de fond qui pour moi touche à ma conception de la politique. Madame Le Pen, dirigeante du Front National, c'était pas possible. Je l'ai combattue dans ma région et je l'ai battue. J'ai empêché qu'elle prenne la région, qu'elle fasse main basse sur une région incapable qu'elle est de proposer des solutions aux problèmes des Français. Et au moment de la présidentielle, pour le deuxième tour, certains des dirigeants n'avaient pas voulu choisir clairement. Moi, je voulais choisir clairement. C'est sur cette différence de fond. Et puis, je voudrais aussi vous dire une chose, c'est qu'à l'époque, je ne demande à personne de me suivre, mais je ne suis pas le seul aussi à quitter le parti politique. Aujourd'hui, c'est une autre étape. C'est que nous ne pouvons pas perdre cette élection présidentielle sans risquer la disparition. Et la question, c'est pas l'intérêt de ma famille politique, c'est que la France a besoin d'avoir parti politique, une famille politique de la droite, du centre, qui est l'héritière du général de Gaulle, de Chirac, de Sarkozy, parce que dans la vie politique française, vous avez besoin d'un parti qui incarne le rayonnement de la France, la grandeur de la France, encore une fois l'autorité et le travail. Oui, mais alors Xavier Bertrand, vous dites justement il ne faut pas se déchirer au sein de la famille. Ça, je vous le confirme. Mais alors il va quand même y avoir des débats avec vos concurrents, vous acceptez ça, cette règle? Évidemment, chacun va faire valoir ses propositions, son projet, sa personnalité, mais... Je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. Je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. Du coup, ça va être difficile de convaincre peut-être les militants qui sont plus aujourd'hui, j'ai cru comprendre, pour peut-être Michel Barnier, quoi, non? Alors, je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément le favori. Tant mieux, je préfère. Tant mieux, je préfère. Parce que ce que je veux, c'est convaincre. Mais il y a aussi une règle qui est très claire, M. Cohen. Qui peut se qualifier au second tour et qui peut l'emporter face à Emmanuel Macron? On va parler clair. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Monsieur Macron face à Madame Le Pen, il gagne largement. Monsieur Macron face à Monsieur Zemmour, il gagne encore plus largement. Le seul avec qui aujourd'hui il a le risque de perdre, c'est avec moi. Et donc vous appuyez sur les intentions de vote, quoi, pour convaincre notamment. Mais c'est pas moi qui fais les sondages, ce sont les Français qui font les sondages. Donc je ne fais pas partie de ceux qui un jour disent du bien des sondages, un jour disent du mal des sondages. Et ce sont des sondages qui sont constants depuis plus de 7 mois. Donc je vous le répète, c'est pas moi qui fais les sondages. Et qu'est-ce qui vous différencie alors sur le fond? Pour l'instant, ces sondages, c'est ce qu'ils donnent. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est une photo à 6 mois, mais c'est une photo qui se reproduit toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Voilà. Bon, même si on va y revenir, mais dans les sondages, vous baissez quand même, quoi. Oui, non, vous baissez, vous ne montez plus, quoi. Vous ne montez plus, alors qu'il y a un certain Éric Zemmour qui lui monte. On va en parler dans un instant. Et qui fait baisser Marine Le Pen, quoi, bien sûr, quoi. Qu'est-ce qui vous différencie, on va y revenir dans un instant, de Valérie Pécresse ou de Michel Barnier, pour ne citer que? Moi, je vais mettre l'accent sur les classes moyennes, sur les catégories populaires qui bossent. Monsieur Macron est persuadé qu'un pays comme la France s'en sortira grâce aux premiers de cordée.
Moi, je m'occupais de tous ceux qui sont sur la cordée. Je m'occupais de ceux qui aujourd'hui travaillent et n'arrivent pas à s'en sortir. Quand vous êtes avec le SMIC et encore plus à Paris, 1 259 € par mois, vous faites comment pour vous loger ? Il vous en reste combien à la fin du mois ? Même quand vous bossez, j'avais cet exemple ce week-end. Une jeune fille, elle travaille. Elle a 1 500 € par mois. Faut changer les 4 pneus de sa voiture, 300 €. Eh ben vous faites comment ? Un pays dans lequel vous bossez, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous n'arrivez pas à faire plaisir à vos enfants, c'est un pays qui va dans le mur. C'est un pays qui va dans le mur. Oui. Et moi, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Oui. Et là, je vois le gouvernement, qui se réveille, là, on est passé mi-octobre, il semblerait qu'il y ait un problème de pouvoir d'achat en France. Mais ces gens-là, plus déconnectés au monde, ça n'existe pas. C'est Monsieur Macron, son gouvernement, ce sont des responsables politiques dangereux qui ne comprennent pas la colère des Français. Donc j'ai compris, votre combat, c'est contre Emmanuel Macron, mais vous ne m'avez pas parlé de Valérie Pécresse ou Michel Barnier, là, par exemple, ou Éric Ciotti. C'est pour les classes moyennes, c'est pour les catégories populaires. Répondez-moi d'abord, Xavier Bertrand, quand même, sur ce qui vous différencie de Valérie Pécresse. Mais non, là, c'est par rapport à Emmanuel Macron, mais par rapport à Valérie Pécresse, Michel Barnier. On ne va pas s'entendre. Oui. Pas faire semblant de pas s'entendre, pas parce que vous avez le cas sur les oreilles, vous m'entendez pas. Je vous entends très bien, justement, comme les auditeurs. Là, vous avez parlé d'Emmanuel Macron. Non, je viens de vous expliquer la différence que vous ne voulez pas entendre. C'est que il y a la question centrale pour beaucoup de nos concitoyens, c'est le mode de vie. On veut garder notre mode de vie. On ne veut pas qu'il soit remis en cause, vous l'avez évoqué tout à l'heure, par les islamistes, et on va les combattre. Le mode de vie, c'est aussi quand on habite à la campagne. On ne veut pas changer de mode de vie, qu'on se fasse imposer un mode de vie et qu'on nous demande de ressembler aux urbains. Quand on a son pavillon avec un terrain, on n'a pas envie qu'il y ait une ministre du logement qui vienne vous dire que ça, c'est pas le bon modèle et que c'est fini le modèle du pavillon. Non, mais de quoi ils se mêlent, les ministres du gouvernement, les ministres de M. Macron ? Mais il y a aussi un problème, et je viens de vous l'indiquer. Pour moi, le niveau de vie, la fin du mois, c'est essentiel. Et c'est vrai que sur ces sujets-là, vous n'entendez pas la gauche non plus, Vous n'entendez pas la gauche non plus. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils n'arrivent plus à se mettre à la place des Français. Emmanuel Macron dit qu'il a permis une baisse des charges et de l'impôt sur le revenu et qu'il a redonné du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Ça doit être vrai en regardant les tableaux Excel, en regardant les statistiques de l'INSEE, c'est peut-être vrai. Mais la vérité, c'est que les gens, faut arrêter de les mettre dans des cases. Faut arrêter de parler de la moyenne. Faut voir ce que vivent les Français. Ce président n'a jamais entendu la colère des Français. Jamais. C'est pas son monde. Il est allé sur le terrain quand il y a eu le grand débat avec la colère des Gilets jaunes, mais il l'a pas entendu. Là, je vais vous livrer une anecdote. Il est venu dans 2 régions au moment de son itinérance mémorielle, qui était importante en soi. Il est venu en Grand Est et il est venu dans la région des Hauts-de-France. Vous savez, les déplacements présidentiels, cadenassés, verrouillés, où vous rencontrez pas les Français. C'est à ça que ça ressemble, ces déplacements. C'est-à-dire qu'il est venu dans notre région, où nous l'avons avec des maires des Hauts-de-France, on lui a dit, mais vous savez, la voiture, le prix des carburants, vous vous rendez pas compte que quand vous êtes à côté de Maubeuge, le métro, c'est la bagnole. C'est la bagnole. Et que l'explosion des prix, c'est des gens qui n'arrivent plus à s'en sortir. Il n'a jamais entendu ce message-là. Il a besoin de lire des sondages pour comprendre les Français. Moi, c'est parce que je suis au contact depuis des années. C'est mon parcours. Certains me le reprochent. Et c'est en ça que vous dites qu'il est dangereux. Parce que vous avez dit tout à l'heure, il est dangereux, Emmanuel Macron. Ne pas se rendre compte de ce que vivent les Français. Sa politique est dangereuse, leur attitude est dangereuse. Il ne voit pas une colère monter, une exaspération monter. Et le propre des politiques, c'est aussi d'anticiper. En tout. Et là, par exemple, sur le prix des carburants, est-ce que vous pensez que le gouvernement n'a pas suffisamment anticipé ? Alors vous aviez lancé un chèque carburant depuis des années. 20 €, c'est ça, dans 240 € par an. Aux plus modestes, bien sûr. Non, pas les plus modestes, justement. Moi, j'aide aussi les gens qui bossent. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à... On peut être modeste et bosser. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, toutes les aides, c'est pour des gens, les foyers les plus modestes. Et ceux qui sont trop riches pour être aidés, fameuse classe moyenne, jamais rien pour eux. Voilà quelques mois, un monsieur sur un marché à Étaples, dans le Pas-de-Calais, m'arrête, il me dit, je voulais vous dire que votre chèque carburant, je le touche. C'est pas... Ça change ma vie, 240 € par an, mais il me le dit, depuis l'âge de 16 ans, c'est la première fois de ma vie où j'ai été aidé parce que je travaille. Parce que je travaille, j'ai jamais été aidé, monsieur. Eh bien, ça, c'est pas normal. Vous me demandiez les différences par rapport à M. Macron, par rapport aux autres candidats, mais tous les autres candidats. Moi, je vais aider ceux qui travaillent. Quand la fin du mois
elle n'est pas le 30, mais elle est le 5 ou le 10. Eh bien, je vous dis, c'est un pays qui va dans le mur, et moi, je vais changer cette trajectoire pour qu'on retrouve de l'espoir. Alors, mais sur le chèque carburant, le gouvernement hésite, là, aujourd'hui, entre chèque carburant... Un gouvernement qui hésite, non, mais dans quel pays on est? Mais c'est un gouvernement qui doit trancher, et pas maintenant. Vous êtes parti en vacances, excusez-moi d'être indiscret. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes parti en voiture ou en train? Oui, j'ai vu, évidemment, la hausse des prix. Eh bien, il y a que nous qui nous en sommes rendus compte. Moi aussi, j'ai pris ma voiture en famille. Alors, quand on fait le plein sur l'autoroute, c'est bien pire encore. Et quand on fait son plein soi-même, on se rend compte de l'explosion depuis des mois et des mois. Et là, c'est seulement parce que la colère monte, que les sondages qu'ils doivent faire secrets, là, doivent leur dire que ça monte, que le pouvoir d'achat, eux, ils ont besoin de sondages pour se rendre compte du problème, qu'ils vont se décider à réagir. Mais ces gens-là, mais donc sur quelle planète ils vivent? Plus hors sol, ça n'existe pas. Bon, et vous leur préconisez quoi? Plutôt de faire ce qu'on a fait dans les Hauts-de-France. Chèque carburant plutôt que baisse des taxes? Mais alors, deux choses. Parce que la difficulté, après, c'est quand même d'aller recenser à la hauteur d'une région. On peut peut-être y arriver à la hauteur du pays. Non, c'est pas une région avec 60 habitants. Hein. Non. C'est une région avec 6 millions d'habitants. Oui. Franchement, soyons sérieux. Oui. Mais il y a des moyens pour pouvoir recenser. Il faut faire très simple. Oui. Pourquoi le chèque carburant aujourd'hui? C'est parce qu'ils doivent rendre l'argent. Rendre l'argent. Ces gens-là les gouvernements doivent rendre l'argent. Mais on peut le faire en baissant les taxes aussi. Oui, d'accord, mais les taxes, ça va être pour l'avenir. Là, il faut rendre l'argent. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que le gouvernement a fait rentrer de l'argent dans ses caisses en vidant le porte-monnaie des Français. C'est vrai sur l'énergie, électricité et gaz. La plaie en France, ce sont les taxes. Là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec l'augmentation des prix, c'est un impôt supplémentaire. Le gouvernement lève un impôt supplémentaire. Et sur l'essence, vous le savez, il y a la taxe sur les carburants et il y a une TVA. Et il n'y a qu'en France quand même. Une taxe sur une taxe. Et à chaque fois que le carburant augmente, le baril de pétrole augmente, il y a une taxe et une autre taxe dessus. Moi, ce que je demande, c'est que le gouvernement joue la transparence. Combien ils ont fait rentrer d'argent en plus depuis le début de cette crise et qu'ils rendent l'argent. L'État ne doit pas se faire d'argent sur le dos des Français, surtout quand les temps sont difficiles. Xavier Bertrand, vous êtes proche de Jean-Luc Mélenchon. Rendre l'argent, c'est aussi ce qu'il dit. En fait, je suis proche du peuple et je dis depuis longtemps. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'en politique, vous devez dire la vérité et faire preuve de transparence. Les estimations que j'ai faites, qui d'ailleurs ont été confirmées par des médias, sur l'affaire de l'énergie, le gouvernement, depuis le début, a fait rentrer 2 milliards d'euros dans ses caisses. Et vous savez ce qu'ils font aujourd'hui? Ils font les hypocrites. Ils font les généreux avec l'argent des Français. Ils veulent rendre 581 millions d'euros avec le chèque énergie. Au fait, vous travaillez un peu au-dessus du SMIC, vous n'y aurez pas droit, bien évidemment. Et donc 2 milliards d'un côté, 581 millions d'euros, mais ils nous prennent pour des imbéciles. Bon, on a compris, donc chèque carburant pour vous, le gouvernement doit réagir au plus vite. Ce que l'on a fait dans les Hauts-de-France, et ils auraient dû agir depuis des semaines et des semaines. Un mot sur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le travail, la prime au travail, c'est votre mot d'ordre aussi. Ça veut dire quoi? Une proposition très concrète. Quelqu'un qui travaille à temps complet en France ne recevra pas moins de 1500 € net par mois. 1500 € net par mois, qu'il soit salarié ou non salarié, artisan ou commerçant, à temps complet. Si c'est à temps partiel, il y aura une prime au travail qui sera un peu moindre. Plus vous vous approcherez de 2000 €, plus cette prime diminuera, parce que la vie n'est pas facile avec 2000 €. Mais elle est quand même moins difficile que quand on est au SMIC. Ce sont les entreprises qui vont payer ou c'est l'État? Absolument pas, c'est l'État qui va payer. Mais alors l'État, pardon, mais il est déjà fortement endetté. Oui, 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros en coût, entre parenthèses, ça coûte moins cher que le gouvernement qui fait Père Noël en septembre, en octobre et en novembre. Et en plus, c'est un investissement. Parce que cet argent-là, quand vous gagnez un peu le SMIC ou un peu au-dessus, qu'est-ce que vous faites? Vous ne mettez pas de côté. Vous le consommez, vous le dépensez. Et surtout, je veux qu'il y ait une différence entre ceux qui travaillent et ceux qui pensent qu'on peut s'en sortir sans travailler. Autre projet que vous avez... Juste un point pour les auditeurs, employeurs qui nous écoutent, ça sera sur la fiche de paye. C'est donc le salaire net qui va se rapprocher du brut. Et ça sera remboursé à l'euro près, mois par mois, à l'entreprise. Pour l'entreprise, c'est 0 de plus. Parce que beaucoup d'entreprises aimerait pouvoir augmenter les salaires. Mais le problème en France, c'est salaire et charges. C'est ça le problème. Dites-moi... C'est un changement profondeur qui va concerner la moitié
des salariés français et aussi une grande partie de ceux qui sont des travailleurs indépendants. Au passage, est-ce que vous êtes d'accord avec Valérie Pécresse pour faire des économies aussi, de supprimer quelques dizaines de milliers de fonctionnaires, d'emplois dans la fonction publique, jusqu'à 150 000 par exemple? Je pense que l'on doit réduire le nombre de fonctionnaires à l'occasion des départs en retraite et des fins de contrat, mais moi je veux être capable de faire du sur-mesure. À l'hôpital par exemple, je ne toucherai pas aux cheveux d'un seul soignant, je pense qu'il en faut davantage. Vous avez supprimé des lits, à votre époque, vous étiez ministre de la Santé. Oui, vous pouvez dire combien? 45 000, non, selon les syndicats. Et vous pouvez dire en même temps combien, vous pouvez dire en même temps à l'époque combien il y a de lits qu'on appelle en ambulatoire qui ont été créés? Alors il y en a eu aussi. Voilà. Et je n'ai jamais appliqué le non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2 à l'hôpital, parce que je vous l'ai dit, on a besoin de... Non, attendez, je veux juste remettre les pendules à l'heure. Oui, voilà. Bien sûr, parce que je ne veux pas vous prendre une heure, mais je veux juste le dire. Non, mais est-ce que vous reconnaissez quand même aussi que c'était peut-être une erreur de supprimer autant de lits quand même, non? Ah non, mais pourquoi? On vous imposait ça? C'est pas... Attendez, c'était moi le ministre de la Santé, donc il y avait un Premier ministre, il y avait un président. Non, j'assume. D'ailleurs, quand on m'avait demandé d'appliquer le 1 sur 2, j'avais dit niet. Les lits, c'est tout simple, on a baissé le nombre de lits pour développer l'ambulatoire. Quand j'ai subi une petite intervention, par exemple, il y a quelques mois, je suis arrivé le matin, je repars le soir, c'est ce qu'on appelle des lits en ambulatoire. Donc les lits en ambulatoire ont été créés. Je finis sur le point parce que du coup, j'ai pas fini ma phrase. Non, c'est vrai. C'est que par contre, sur toute la partie administrative à l'hôpital, où là les effectifs administratifs ont augmenté de façon importante, beaucoup plus haut par exemple qu'en Allemagne, c'est là où on doit pouvoir réduire. Et je pars aussi de la République des territoires. Qui fait quoi? Que Paris, c'est une belle ville, c'est une belle capitale. Parisiens sont des Français comme les autres. Paris, c'est aussi un territoire. Mais en attendant, on a trop de choses qui se décident à Paris. Trop de choses. Que le gouvernement s'occupe de sécurité, de justice plus ferme, de la reprise en main de notre politique migratoire, de la lutte contre le terrorisme islamique, d'accord, mais toute la vie quotidienne, c'est dans les territoires. Alors c'est votre République des territoires, c'est ça. Mais est-ce que ça ne va pas être un morcellement aussi de la République, quelque part où on prendra des décisions localement et pas finalement de façon nationale? Quand on parle de séparatisme, en fait, y compris sur les territoires, quoi, de partition, ça c'est l'ancien président de la République qui en avait parlé, non? Je veux plus de liberté, plus d'autonomie, je veux pas l'indépendance. La France sans l'État, l'indépendance des régions, quoi. La France sans l'État, ça serait le bazar également. Mais regardez, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont dans le Sud, la réalité, notamment des besoins de santé, des maisons de santé, c'est pas la même qu'à Paris. Regardez en matière de logement. Combien on a de personnes aujourd'hui qui, par exemple, travaillent, n'arrivent même pas à trouver à se loger, qui se logent à l'hôtel ou parfois dans leur voiture? La République des territoires, c'est que le logement ne soit pas décidé uniquement à Paris. La formation des demandeurs d'emploi, vous ne croyez pas que ce serait mieux que, par exemple, les conseils régionaux? Il y a quand même une multiplication des couches, quoi, hein, vous le savez, entre on va les simplifier, les couches. Les métropoles, voilà, les régions, les villes, difficiles. Ça, il faut simplifier. Je propose simplifier parce que ce millefeuille politico-administratif, il est indigeste. Je peux vous donner un exemple? Déjà, on ne touche pas aux maires. Parce que le couple maire-communauté de communes, c'est la clé. Deuxièmement, je propose de faire beaucoup plus simple. Département et région, je propose que ce soit le même élu. Aujourd'hui, vous avez 4000 conseillers départementaux, 2000 conseillers régionaux, 6000. Je propose que l'on n'ait que 4000 élus, c'est-à-dire qu'on aura le même élu des deux côtés. Ça va simplifier. Ça va permettre d'être plus rapide. Ça va permettre aussi de déclencher des économies. Xavier Bertrand, l'effervescence autour d'Éric Zemmour, vous la mettez sur le compte de quoi? Est-ce qu'il ne parle pas, lui, de ce que la droite ne veut pas dire? Je la mets sur le compte de quoi? Vous vous ennuyez. Les médias. Attendez, si vous vous ennuyez. Non, mais ce n'est pas. Non, mais c'est assez facile. Alors oui, les sondages, quand ça vous arrange, les sondages, vous les mettez en évidence. J'ai pas fini ma phrase. Oui, je sais bien, mais parce que je voyais où vous voulez en venir déjà. Allez-y. Vous savez pas. Vous savez pas. C'est que la première des choses, les sondeurs, on a 2 sondages quasiment par jour ou tous les 2 jours sur la présidentielle. Et vous, les commentateurs, vous êtes aussitôt à parler des sondages. Aujourd'hui, s'intéressent à la présidentielle, les sondeurs, les commentateurs, les candidats à la présidentielle et une partie des Français. Moi, j'ai besoin de personne. J'ai pas besoin des extrêmes. J'ai pas besoin de Madame Le Pen. J'ai pas besoin de Monsieur Zemmour pour savoir ce que je dois faire.
Pas besoin. Et je ne fais pas partie de ceux dont on se dit, ils vont encore mettre la poussière sous le tapis. Je mets les sujets sur la table. Même les sujets qui semblent difficiles et qui sont sur la table depuis des années et des années. Je sais pertinemment que les Français veulent vivre en paix et en sécurité. C'est ce que je leur propose avec mon projet. Ils veulent aussi vivre dignement de leur travail, c'est ce que je leur propose. Bon, donc j'ai besoin de personne pour savoir ce que je dois faire si les Français me font confiance. Bon, en même temps, il n'y a pas que les médias quand même, parce que lors des déplacements, il y a énormément de monde pour aller à chaque fois voir Éric Zemmour, et puis les intentions de vote sont là. Alors je veux bien qu'il y en ait une partie due aux médias, mais il n'y a pas que ça quand même. C'est pas ce que je vous ai dit, c'est que je vous dis qu'aujourd'hui, vous avez commencé par ça, et vous, je vous en remercie, parce qu'en général, on parle de politique aérie pendant les 3/4, et après on parle des Français qu'après. Vous avez fait le contraire, et je vous en remercie. Mais toujours est-il que le problème, c'est que, encore une fois, la France, l'image de la France, qu'on ne s'essuie plus les pieds sur la France, comme le font par exemple des pays comme les États-Unis, ou l'Algérie encore dernièrement, et là aussi, il faut en arrêter avec cette incohérence du président de la République, cette politique de zigzag, et cette politique de la repentance permanente. Si l'on veut que la France soit respectée, il faut que le président de la République ait une politique internationale diplomatique cohérente. Donc sur tous ces sujets-là, je vous dis encore une fois, moi ma boussole, elle n'est pas chez les autres. Ma boussole, c'est l'intérêt de la France et les défis pour les Français. Oui, parmi les défis, Jean-Michel Blanquer, que vous connaissez bien, a insisté hier sur la laïcité, quelques jours après. Il a raison d'insister sur la laïcité. Transmettre les valeurs de la République ou sortir du métier. C'est ce qu'il a dit pour les enseignants. J'ai entendu la chronique tout à l'heure qui était très intéressante. Je vous ai écouté en venant tout à l'heure en voiture. Il a raison d'insister sur la laïcité. La laïcité n'est pas négociable. Et le parent d'un élève qui s'est permis de venir soutenir son enfant et de menacer le proviseur, communauté éducative, il doit être poursuivi. Il doit être poursuivi. Il y a des peines qui sont des peines importantes, qui peuvent aller jusqu'à de la prison. Il doit y avoir des poursuites judiciaires et j'espère qu'il y aura des condamnations. Ça sera au juge de le décider. Je souhaite qu'il y ait des condamnations. Et il se pose aussi une autre question. Une autre question. C'est que si cet enfant a dit cela, c'est qu'il a dû l'entendre quelque part. Et pas forcément dans la cour de l'école, certainement dans l'enceinte familiale. Eh bien, je souhaite également que les services de protection de l'enfance fassent également une enquête pour voir comment se fait l'éducation dans cette famille. Parce que la question qui se pose, c'est au-delà de la laïcité, qui pour moi est non négociable. Non négociable. Il y a liberté, égalité, fraternité, la laïcité est aussi importante. Mais c'est qu'il faut également faire à nouveau de l'école un sanctuaire. Parce que les enseignants... Ça fait des années que l'on entend parler de ce mot. Oui, on va le faire aussi, parce qu'au bout d'un moment, tout ça finira. On a besoin d'avoir un nouveau drame comme celui de Samuel Paty. Mais évidemment, mais pardonnez-moi, à l'école comme dans les familles, parce que ne mélangeons pas non plus les choses. L'éducation, c'est la vocation première des familles. L'école a comme vocation première l'instruction. Mais l'éducation, c'est les familles. Et ça, c'est l'un des enjeux clés. Oui, vous proposez d'interdire le salafisme. Vous avez insisté à plusieurs reprises. Mais comment interdire un courant de pensée tel que celui-ci, quoi ? Comment on a fait ? C'est pas une entité définie totalement, quoi. Comment on a fait pour lutter contre le racisme ? Comment on a fait ? Vous savez ce qui s'était dit à l'époque ? C'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Ce sont les faits... Sauf qu'il y a toujours du racisme, quoi. Oui, mais ils sont condamnés. Eh bien, je veux faire la même chose pour le salafisme. Ceux qui se réunissent dans des mosquées salafistes, où l'on dit que la loi religieuse est supérieure à la loi de la République française, on les ferme, sans hésiter. On ne ferme pas une mosquée de temps en temps, on les ferme systématiquement et immédiatement. Tous ceux qui répandent ces idées salafistes, la femme est inférieure à l'homme, on ferme ces mosquées, et ceux qui tiennent ce type de propos, on les condamne, et quand ils ne sont pas français, on les expulse. On revient à mais vous l'avez dit vous-même, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est mettre fin au désordre que l'on connaît dans le pays. Et la première des choses, c'est de rétablir l'autorité, de faire respecter l'autorité. Et vous avez raison, de faire preuve de fermeté. C'est sans doute la raison pour laquelle beaucoup d'électeurs vont dans les intentions de vote vers Éric Zemmour et Marine Le Pen. Pas besoin de lui pour savoir quel travail on doit mener. À un moment donné, est-ce qu'il ne va pas falloir échanger, dialoguer avec eux ? Il représente dans les intentions de vote, vous y tenez beaucoup aux intentions de vote et aux sondages, 30% quand même. 30% potentiellement d'électeurs. Et pourquoi ? Parce que M. Zemmour, c'est le symbole de l'échec d'Emmanuel Macron. Si depuis ces 5 années, Emmanuel Macron avait fait tout ce travail, vous croyez qu'on en serait là aujourd'hui ? Moi, dans ma région, j'ai fait reculer le Front National.
Et vous savez comment ? En réglant les problèmes des habitants de ma région. Les problèmes de pouvoir d'achat. Même s'il y en a toujours, quand même. Oui, mais beaucoup moins. Attendez, oui. Oui ou non ? Oui, oui. Bah oui, il y en a beaucoup moins. Oui, enfin, je ne vais pas tous les jours dans les Hauts-de-France, mais je sais qu'il y en existe encore. Vous avez vu les quoi. résultats ? Oui. Je ne sais pas moi qui ai inventé les résultats, ce sont les habitants de la région qui ont décidé. La seule chose, c'est que prenez notamment la jungle de Calais. Oui. Nous avions 9000 migrants exploités par les passeurs. Oui. Avec Natacha Bouchard, on s'est mobilisé et on a obtenu à l'époque, avec Bernard Cazeneuve, le démantèlement de la jungle. Il y a encore aujourd'hui des migrants parce que le gouvernement ne fait pas le travail qu'il devrait conduire en appliquant la loi française et en engageant un bras de fer avec les Britanniques. Mais toujours est-il que j'ai obtenu ces résultats. Vous savez ce que les Français veulent ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vivre en paix, en sécurité, vivre de leur travail. Si les politiques ont pour seule boussole l'intérêt général, ont comme pour seule boussole les problèmes des Français, pas besoin d'aller chercher sa boussole dans un autre parti politique. Xavier Bertrand, encore deux, trois questions. Sur le pass sanitaire, il y a débat en fait actuellement. Est-ce que vous êtes favorable vous, à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été C'est ce qui est notamment évoqué. Oui, mais alors là, moi, j'y comprends plus rien. J'y comprends plus rien. Le président de la République nous a dit que ça allait être levé. Le Premier ministre nous a dit le contraire. Et puis le pass sanitaire, il faudrait que ça s'applique partout, là. Vous avez vu la fête du pénalty à l'Élysée, là, du président de la République ? Oui. La semaine dernière ? Avec le variété, oui, c'est ça. Et donc, vous avez vu les gestes barrières, les masques ? C'était seulement pour ceux qui servaient, ce n'est pas pour les invités. Beaucoup m'en ont parlé, beaucoup ont été scandalisés. On doit montrer l'exemple. On doit montrer l'exemple. Donc quand on nous dit il faut qu'on prolonge le pass sanitaire, alors il faut que tout le monde s'y plie. Tout le monde. Bon, donc, mais vous êtes plutôt favorable à la prolongation ? Je vous l'ai dit. Oui. Je vous l'ai dit. Mais appliqué par tout le monde et que tout le monde donne l'exemple. Oui. Parce que cette fête à l'Élysée, là, je peux vous dire qu'elle a choqué beaucoup de Français et à juste titre. Xavier Bertrand, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui un peu seul contre tous au sein des LR ? Et puis même à vos côtés, on ne vous sent pas aujourd'hui très soutenu avec des personnalités qui ont déclaré leur flamme pour vous, des personnalités politiques ou hors politique, quoi. Écoutez, si vous me faites le plaisir et l'honneur d'inviter notamment l'ensemble de mes porte-paroles, vous verrez que je ne suis pas seul. Et puis d'autre part, au fur et à mesure, dans les réunions, que ce soit à Longjumeau, toute la semaine prochaine dans le Sud. Oui, plusieurs réunions, bien sûr. Partie dans l'Occitanie, partie en PACA, vous verrez qu'il y a, je pense, à la fois des gens qui veulent me soutenir et puis certains aussi qui veulent m'entendre. Non, je peux vous dire une chose, c'est que ce soit dans ma région, 6 millions d'habitants, que ce soit aussi avec les soutiens que j'ai dans ma région et ailleurs, non, pour aller à la rencontre des Français, c'est vrai que c'est un dialogue que vous devez établir, une relation de confiance que vous devez établir. Mais non, parce que un pays comme la France, une région comme les Hauts-de-France, 6 millions d'habitants, vous ne pouvez pas la diriger tout seul. Vous ne pouvez pas. Un mot concernant une affaire... Ça tombe bien, je ne suis pas seul. Oui, une affaire judiciaire. Le tribunal impose à Nicolas Sarkozy de se présenter comme témoin dans le procès dit des sondages de l'Élysée. Il doit y aller, en fait, le chef de l'État ? Moins qu'on puisse dire, c'est que Nicolas Sarkozy s'est jamais considéré au-dessus des lois. Jamais. D'accord. Bien. Là, dans cette affaire-là, les faits qui concernent un président de la République dans l'exercice de ses fonctions ne peuvent pas faire l'objet d'un jugement. C'est ça la lecture de Nicolas Sarkozy. Rien de plus, rien de moins. Je ne vois pas pourquoi il y a besoin de menacer, d'aller chercher des gendarmes pour l'amener. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Ça va. C'est de l'acharnement. S'il est effectivement convoqué, il ira. Il s'est déjà rendu dans des enceintes parce qu'il est invité. Mais je le dis très sincèrement, en le connaissant bien, jamais il ne s'est senti au-dessus des lois. Maintenant, il y a aussi des textes qui sont très clairs. Si le tribunal a une autre lecture, il faut aussi comprendre quelle est la lecture, pas celle de Nicolas Sarkozy, de la Constitution française. La Constitution française. Xavier Bertrand, en conclusion, quelle est votre vision de la France ? Un grand pays qui doit être respecté, mais un pays dans lequel on doit redonner de l'espoir aux Français, à tous les Français, quelle que soit leur situation, quel que soit l'endroit où ils habitent. On est un pays formidable, mais on voit bien les tensions qu'il peut y avoir. On doit apaiser, on doit réconcilier, mais attention, pas avec de l'eau tiède, avec des propositions fortes sur l'autorité, sur le travail, sur les territoires. Mais ce qui est essentiel, c'est de redonner de l'espoir. On a l'impression aujourd'hui qu'on a une chape de plomb sur nous. On a le sentiment que ceux qui nous dirigent ne nous comprennent pas. Je veux justement montrer qu'un président est capable de comprendre les Français, mais qui est capable aussi de redonner de la fierté et de l'ambition à un beau pays comme le nôtre. On n'est pas un pays comme les autres. Merci. Xavier Bertrand a été l'invité ce matin de Sud Radio.